C'est-à-dire que le fait qu'on soit conscient d'être conscient de nous-mêmes, ce que le langage de plus en plus symbolique a développé, que notre culture individualiste développe de manière paroxystique, mais d'être conscient de nous-mêmes. Moi, je dirais, je pense que on pourra en discuter, que la conséquence de cette conscience est de se rendre compte, fait de nous des êtres structurellement d'addiction. L'être humain se caractérise par ses potentialités addictives. Oui, l'animal peut rencontrer un produit qui l'excite et devenir dépendant. L'être humain, moi, à mon avis, il est addictif parce que il a conscience de quoi? Mais qu'il pourrait toujours avoir plus qu'il n'a et qu'il va perdre tout. C'est pas anodin. Alors, on peut penser qu'il retrouvera au centuple ailleurs, peut-être, mais enfin, en attendant, il le perdra. Et il peut avoir toujours plus, pourquoi j'ai pas plus? C'est-à-dire, c'est pas... Et que cette conscience de soi a abouti à une dérégulation partielle des instincts, et qui est la porte ouverte à toutes les addictions. Nous sommes capables de déréguler nos instincts. Pour le meilleur, oui, je peux choisir, et ça c'est un vrai choix, de mourir plutôt que de trahir mes copains, ou de faire une grève de ceci, ou de ne pas pratiquer la sexualité pour des raisons religieuses, mais parce que je peux m'en priver, je peux aussi les utiliser sans limite. On se pose des questions sur la bestialité, qui n'est absolument pas bestiale d'ailleurs de l'être humain, c'est-à-dire sa capacité destructrice, mais c'est l'envers de sa créativité. Je crois tout simplement, parce qu'on peut créer, on peut détruire. Et je dis de la destructivité, qu'elle me semble la créativité du pauvre, pas au sens économique, mais au sens de celui qui se sent impuissant. Si je suis impuissant, eh bien ma conscience de moi va faire que j'ai toujours un pouvoir d'affirmer mon existence dans la destruction. Et l'avantage de la destruction, que je dirais qui est la drogue humaine par excellence, on se shoot à la destructivité, parce que là, on est tout puissant, on a l'illusion de la toute-puissance. Si vous voulez passer l'examen, ben vous dépendez de l'examinateur. Si vous n'allez pas, eh bien, c'est vous qui décidez. Vous êtes sûr du résultat, je veux pas l'examen. Et vous allez le justifier. À quoi ça sert? De toute façon, on sera au chômage, et puis il y a ceci, puis il y a le Dalai Lama, et puis voilà, on peut mettre dans notre vie. Tout ça, c'est vrai, c'est possible, mais est-ce que c'est pour ça que vous n'y allez pas, ou parce que vous avez peur d'être confronté à votre impuissance et à la blessure que ça va représenter du fait de votre conscience de vous. Et moi, je pense que là, il y a une clé, en tout cas, c'est ce que m'ont montré ces adolescents les plus vulnérables, et puis c'est bien au-delà de l'adolescence, c'est cette tentation, justement, eh bien, de reprendre un rôle actif par la destructivité. La deuxième conséquence, c'est que nous sommes des êtres de paradoxe. C'est-à-dire que notre conscience de nous-mêmes va faire que ce qui est nécessaire à la vie, c'est-à-dire se nourrir des autres, peut nous apparaître comme une menace pour notre autonomie qui nous est aussi nécessaire. La conscience de nous fait que nous nous pensons comme des êtres individuels et qui devons presque nous créer nous-mêmes. Comment être moi différent de papa et maman si je me nourris d'eux? Et finalement, on pourrait dire que la vie, il me semble, c'est une co-construction dans un échange de nourriture pour nourrir le corps, nourrir nos compétences au sens très large, et la sociabilité. Dès que quelqu'un va pas bien, réfléchissons un petit peu ensemble, dès que quelqu'un va pas bien, il se restreint, il s'empêche de se nourrir à un, ou souvent même c'est 3 niveaux. Ouais. Ça, c'est le signe qu'on est en souffrance, c'est-à-dire qu'on est en menace. Donc, vous voyez, ce paradoxe qui va faire que je ressens le besoin de l'autre comme un pouvoir donné à l'autre sur moi. Et plus j'en ai besoin, plus ce pouvoir est grand. Ce qu'on va retrouver dans les relations amoureuses, comme on va le retrouver dans l'alimentation, où on va s'opposer très tôt, non, à l'école, non, je me sens libre en n'apprenant pas ce qu'on me dit d'apprendre. Voilà. Et là, je me sens exister. On a toujours... Là, c'est une forme de destructivité. Mais cette destructivité, nous, on va la voir en psychiatrie déclinée sous toutes ses formes. Si vous demandez à des filles, parce que c'est souvent des filles, pourquoi elles se scarifient, faites-en l'expérience, à la première occasion, et on va dire, je sais pas, c'est plus fort que moi, vous vous scarifiez parce que vous êtes contente, vous êtes bien, en plein épanouissement. Non, c'est parce que vous vous sentez menacé, vous avez été blessé, vous avez été humilié, vous avez été abandonné, vous vous sentez seul, ouais, toujours ce négatif. Et comment je me ressens exister? Elle vous dit, à un moment donné, je ne sais même pas si c'est moi, pas moi qui le fais, mais ça me soulage. Alors là aussi, on fait marcher l'activité réflexive. Je dis, attendez, moi j'ai bon cœur, si ça vous soulage, passez-moi votre cutter, vous allez voir, je vais vous donner des... Elle dit, non mais il est fou celui-là, je vais... Allez, voilà. Voilà, exactement. Voilà, vous retrouvez le bon sens. Pourquoi moi, pour vous soulager, j'irai vous faire du mal? Mais alors dites-moi, pourquoi vous?
Voilà le mystère. Pourquoi vous, quand c'est vous qui le faites, que vous vous scarifiez, pourquoi ça vous soulage? Voyez, là, je crois qu'il y a... Et c'est pas du masochisme. C'est quelque chose de beaucoup plus biologique, je dirais. Ça peut, plus secondairement, en tirer un plaisir, prendre dans la relation une valeur, très secondairement. Plus profondément, c'est que là où je suis impuissant, sans valeur, je me sens effondré, non, j'ai toujours une possibilité de me sentir exister. Et là, on va revoir la sensation. Oui, comme un moyen de se faire exister. La sensation, je la choisis, y compris pour tomber comme ça, bourré dans les binge drinking, mais c'est moi qui choisis, là c'est volontaire, qu'est-ce que j'ai choisi, oui. Et à quoi j'aboutis. Tandis que l'émotion, ben, c'est l'opposé. L'émotion, c'est le cheval de Troie de l'autre à l'intérieur de moi. Tu m'émeus, gare à moi. Voilà. Et plus j'ai besoin de l'autre, bien entendu, plus l'émotion est forte, plus le danger est grand. Voilà le paradoxe auquel on est sans arrêt confronté. Et donc, si vous voulez, les adolescents en grande difficulté en sont, disons, le miroir grossissant. Mais c'est un problème toute notre vie. Vous croyez que les grands misanthropes, là, ceux qui sont barricadés derrière le machin en disant je n'ai plus aucune valeur, je déteste tout le monde, sont des indifférents? C'est toujours des grands sensibles. Et dès que leurs petits chiens tous sautent, là, ils sont affolés. Mais voilà, seulement tous les autres sont devenus des ennemis parce qu'ils sont dans une attente d'une reconnaissance qu'ils n'ont pas. Ouais. Alors je crois que ça va se jouer à des tas de niveaux. Et ça m'amène à cette troisième conséquence, après avoir dit que nous sommes des êtres d'addiction, nous sommes des êtres de paradoxe, et nous sommes des êtres de valeur. Voilà. Et je crois que là, on va retrouver après les éléments de prévention. De valeur, c'est-à-dire que ce qui remplace pour l'être humain la dérégulation partielle de ses instincts, ce qui va le remplacer, c'est la nécessité d'un miroir dans lequel se voir. Et ça, on retrouve l'activité réflexive. Personne ne peut se passer de ce miroir qui va lui permettre de se dire « Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je compte pour quelqu'un? Est-ce que j'ai une valeur pour quelqu'un? Qui peut se passer de cela ?» Et ceux qui vous disent « Je n'ai plus aucune valeur », eh bien justement, c'est leur valeur, c'est ça leur boussole, c'est ça qui oriente toute leur vie. Et comme ils n'en ont plus qu'une, ils s'y cramponnent et ils s'enferment.